Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Waverly Hills, l'un des endroits les plus hantés des États-Unis. Cette histoire commence en 1883 à Louisville, dans le Kentucky. À cette époque, le major Thomas Hayes décide d'acheter un terrain situé sur une colline au sud-ouest de la ville, afin d'y construire sa demeure familiale. Comme la maison se trouvait loin de toutes les écoles existantes, M. Hayes décida d'ouvrir une école afin que ses filles puissent bénéficier d'une scolarité normale. Plus tard, en raison de ses penchants pour le roman Waverly de Walter Scott, la femme de Harris baptisa la nouvelle école Waverly School. Le major Hayes, qui trouvait que le nom sonnait bien à l'oreille, s'en inspira et la propriété devint Waverly Hill. On ne sait pas exactement quand Waverly perdit son E, mais son orthographe allait varier de nombreuses fois au fil des ans. Il faut se souvenir qu'à cette époque, les États-Unis étaient régulièrement en proie aux maladies mortelles, comme la morte blanche ou la tuberculose. Il n'existait à cette époque aucun remède contre ce fléau, qui décimait des familles et même des villes entières. Les patients atteints de tuberculose étaient isolés dans des bâtiments qui leur étaient destinés afin d'éviter tout risque de contagion, et leur traitement consistait en de l'air frais, des aliments nutritifs et beaucoup de repos. Et c'est au début du XXe siècle qu'une épidémie de tuberculose s'abattit sur le comté de Jefferson et sur la ville de Louisville. De par sa proximité des marécages, cette ville se retrouvera sévèrement frappée. Pour pallier à l'urgence, un hôpital en bois de 2 étages fut rapidement érigé sur l'ancienne propriété de M. Hayes. Et le 26 juillet 1910, le sanatorium ouvrait ses portes. Malheureusement, les capacités de ce modeste hôpital, qui se composait d'un bâtiment central et de 2 pavillons, pouvaient seulement accueillir 20 patients. Ce bâtiment allait très rapidement se révéler insuffisant, et dès le premier trimestre de l'année 1911, la ville décida d'attribuer un budget de 25 000 $ à la construction de nouveaux bâtiments spécifiquement destinés à recevoir les malades. En attendant l'achèvement des locaux, qui devaient les accueillir, le 31 août 1912, tous les patients tuberculeux de l'hôpital de la ville furent temporairement déplacés dans les tentes sur le terrain de Waverly Hills. Au mois de décembre, les nouveaux bâtiments ouvraient leurs portes. Ils permettaient l'hébergement de 40 nouveaux patients, les cas les plus sérieux, les malades les moins atteints occupant toujours la structure initiale. Comme les structures en bois initiales demandaient des réparations constantes et que les tuberculeux étaient de plus en plus nombreux à se présenter, obligeant parfois l'établissement à les refouler, il fut décidé de la construction d'un immeuble de 5 étages prévu pour plus de 400 patients. Les travaux commencèrent en mars 1924 et le nouvel hôpital, le Waverly Hills que l'on connaît aujourd'hui, ouvrit ses portes le 17 octobre 1926. Le sanatorium était une communauté autonome, une ville dans la ville. Outre ses salles de soins et d'examen, il possédait son propre code postal, son bureau de poste, son centre de traitement des eaux, ses fruits et légumes, ses élevages, sa boulangerie, son salon de coiffure et son dentiste. L'établissement était considéré comme le sanatorium le plus moderne des États-Unis. Et si le cadre pouvait sembler agréable, bien peu de patients en ressortèrent vivants. Néanmoins, à l'époque, on ignorait que la tuberculose se propageait par voie aérienne. Les patients pouvaient recevoir des visites de leurs proches, qui repartaient ensuite se mêler au monde extérieur, sans se douter du risque encouru. Ils avaient également construit un pavillon pour enfants. Il n'était pas uniquement destiné à recevoir les jeunes malades, mais également les enfants dont les parents hospitalisés ne pouvaient s'occuper. Comme dans tous les sanatoriums, les malades étaient placés face à de grandes fenêtres ou sous des porches couverts qui servaient de solarium afin de bénéficier de l'air pur et du soleil, qui aidait à leur guérison. Si l'ensoleillement n'était pas suffisant,
Ils étaient alors exposés à de la lumière ultraviolette dans des salles de soleil afin de tenter d'arrêter la propagation des bactéries. Si ces méthodes étaient douces, d'autres, pour le coup, étaient beaucoup plus agressives. Certaines étaient encore expérimentales, et elles se révélaient atrocement douloureuses pour les patients, que ce soit au moment de l'opération ou par la suite. Par exemple, afin de forcer leur développement pulmonaire, des ballons étaient chirurgicalement introduits dans leurs poumons, puis remplis d'air. Parfois, en dernier recours, on retirait des muscles et des côtes de leur cage thoracique afin de permettre à leurs poumons de se gonfler un peu plus, ce qui devait leur amener plus d'oxygène. Bien évidemment, les résultats de ces expériences étaient souvent désastreux, et quand elles ne mouraient pas, les malheureux qui en bénéficiaient se retrouvaient parfois recouverts de cicatrices, ou même totalement défigurés. Sous le bâtiment central avait été construit un passage, un tunnel, qui reliait l'hôpital au bas de la colline. D'une longueur de 160 mètres, ce tunnel avait été prévu pour permettre aux fournisseurs de ravitailler rapidement le sanatorium. Mais par la suite, le souterrain se vit attribuer un tout autre usage. Afin d'épargner aux malades la vision omniprésente de la mort, il fut décidé d'évacuer en toute discrétion les corps des défunts en leur faisant emprunter ce passage. On les plaçait sur des chariots, et au bout du tunnel les attendaient les corbillards. Une légende prétend qu'au plus fort de l'épidémie, un corps était évacué chaque heure par ce moyen, mais les spécialistes estiment qu'en réalité se situerait plutôt un corps tous les 2 jours. De par sa macabre fonction, ce souterrain est devenu célèbre et il est aujourd'hui surnommé le tunnel de la mort. Beverly Hills possède également ses histoires de suicide. La rumeur prétend qu'en 1928, une infirmière en chef aurait été retrouvée morte, pendue au fil de l'ampoule de la chambre 502. Âgée de 29 ans, célibataire, la jeune femme aurait été enceinte du directeur de l'hôpital, qui l'avait alors repoussée. Morte de désespoir, elle se serait suicidée. En 1932, une autre infirmière, qui travaillait dans la salle 502, se serait également suicidée en sautant du balcon de cette même chambre. À la fin des années 1930, la tuberculose commença à régresser un peu partout dans le monde, et en 1943, de nouveaux médicaments permirent son éradication des États-Unis. En 1961, les derniers pensionnaires de Beverly Hills furent envoyés au Hazelwood. Le sanatorium de Louisville et l'hôpital furent fermés à tout jamais. Plus de 40 ans plus tard, en 2001, le sanatorium de Beverly Hills était totalement ravagé par le temps et vandalisé. Il était réputé hanté, et on murmurait même qu'il s'y tenait des rituels satanistes. Il allait falloir 4 ans pour restaurer les lieux. Certaines de ces histoires de hantise affirmaient que l'esprit de la malheureuse suicidée entrait toujours la chambre 502. Mais l'histoire la plus célèbre est probablement celle de Timmy, un petit garçon de 6 ou 7 ans qui errait dans l'hôpital, une balle de cuir à la main. Les visiteurs apportent souvent de petites balles avec eux pour l'inviter à jouer, et parfois, il arrive que ces balles se déplacent toutes seules, laissant penser que l'enfant répondrait à leurs appels. D'autres témoignages rapportent les apparitions régulières d'une infirmière en colère, d'un homme bienveillant, d'une petite fille qui se promènerait dans le solarium du 3e étage. Ces témoignages parleraient aussi d'un homme en blouse blanche qui apparaîtrait dans les anciennes cuisines, d'où s'élèveraient alors des odeurs d'aliments en train de cuire. Les nombreux visiteurs de l'ancien sanatorium font également état de portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules, de lumière aux fenêtres, de bruits inhabituels, de chutes de température, d'ombres étranges, de mystérieuses empreintes et de voix désincarnées. Le tunnel de la mort semble l'épicentre de tous ces phénomènes paranormaux, tant les manifestations y sont fréquentes. Mais l'apparition la plus marquante de Beverly Hills
est probablement cette femme, au poignet ensanglanté, qui courait dans le bâtiment en criant « Aidez-moi, quelqu'un pour me sauver ». Jusqu'à présent, nous n'avions aucune preuve de tous ces événements. Ils étaient seulement fondés sur les paroles des visiteurs. Mais en 2006, une photo allait tout changer. Cette photo, la voici justement. On y voit une femme sortir d'une chambre. Le photographe qui a pris cette photo l'a montrée à de nombreux spécialistes et aucun trucage n'y a été décelé. Le photographe raconte qu'il a seulement pris le couloir en photo alors que celui-ci était vide. Quand il a développé la photo et l'a regardée, il s'est aperçu que cette femme était dessus. Il raconte en plus que celle-ci sort de la chambre 502, la fameuse chambre où avaient vu mourir 2 infirmières.